Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous. Voici un premier cours sur le champ et le potentiel électrostatique. Ce cours est adressé aux élèves de première année bac sciences mathématiques. Je vous invite à prendre des notes et à arrêter la vidéo et la reprendre autant de fois que c'est nécessaire. Alors nous allons commencer par rappeler les phénomènes d'électrisation de la matière et nous parlerons de l'électrisation par frottement et nous rappellerons les deux sortes de charges électriques. Comme vous le savez, certains corps s'électrisent par frottement, comme le verre, l'ébonite, le plexiglas, etc. Alors nous allons regarder une vidéo qui va nous montrer ce phénomène d'électrisation. Et dans cette vidéo, l'expérimentateur utilise un coulombmètre. Un coulombmètre, c'est tout simplement un appareil qui sert à mesurer la charge électrique. Son unité, comme vous le savez, c'est le coulomb. Symbole C majuscule. Alors, regardons la vidéo. Alors là, c'est du verre qui est frotté avec de la laine. Vous voyez qu'il porte une charge positive. Et là, c'est de l'ébonite frottée avec une peau. Vous voyez qu'elle porte une charge négative. Donc, la charge électrique portée par le bâton de verre est positive, tandis que la charge électrique portée par le bâton d'ébonite est négative. Nous nous posons bien sûr la question, c'est quoi l'électrisation par frottement? Qu'est-ce qui se passe? Alors nous allons voir maintenant une autre qui va nous permettre d'interpréter l'électrisation par frottement. Dans cette expérience, dans cette vidéo, l'expérimentateur utilise toujours le même appareil qui est le coulombmètre. Alors, allons-y. Alors, c'est un chiffon de laine et un bâton de polystyrène qui est frotté avec la laine. Et vous voyez que la laine frottée porte une charge positive. La remise à zéro de l'appareil et on mesure la charge portée par le polystyrène qui est négative. Donc tout simplement le polystyrène arrache des charges négatives, c'est-à-dire arrache des électrons à la laine. Donc l'électrisation par frottement est tout simplement un transfert d'électrons. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'électrisation de la matière, autres que l'électrisation par frottement? Il y en a, bien sûr. Nous citerons l'électrisation par contact ou par influence. L'électrisation par contact se passe lorsqu'un corps chargé est mis en contact avec un corps non chargé, et par influence lorsque les deux corps sont rapprochés. Nous passons ensuite à l'interaction électrostatique. Mais avant d'en parler, nous ferons un petit rappel concernant l'interaction gravitationnelle. Vous savez que deux corps S1 et S2 ayant des masses MA et MB et dont les centres de gravitation sont A et B, vous savez qu'entre ces deux corps s'exercent deux forces d'interaction
F de B sur A, c'est la force exercée par B sur A. Et F de A sur B, c'est la force exercée par A sur B. Vous savez que ces deux forces ont même droit d'action, même intensité et sont de sens contraire. Vous vous rappelez sûrement l'expression de l'intensité de ces deux forces. C'est F de A sur B égale F de B sur A égale la constante G, la constante de gravitation universelle G, G majuscule, à ne pas confondre avec petit g, d'accord, que nous utilisons dans la relation P égale mg, poids égale masse fois G. Alors G fois MA fois MB divisé par la distance au carré. La distance, c'est D, c'est la distance AB. Alors il y a une interaction gravitationnelle entre deux corps qui ont une masse. De même manière, il y a une interaction électrostatique entre deux corps qui ont des charges électriques, qui ont une charge électrique. On dit qu'il y a interaction, lorsqu'il y a présence de charge, il y a interaction électrostatique lorsqu'il y a présence de charge électrique. L'interaction électrostatique entre deux charges est donnée par entre deux charges ponctuelles est donnée par la loi de Coulomb. Donc c'est une loi qui exprime que l'interaction électrostatique est analogue à l'interaction gravitationnelle. Alors, l'énoncé de cette loi est le suivant. Deux corps ponctuels A et B portant les charges électriques QA et QB, respectivement, bien sûr, séparés d'une distance D, exercent l'un sur l'autre des forces d'interaction électrostatique, dont l'intensité est proportionnelle à chacune des charges et inversement proportionnelle au carré de la distance D qui les sépare. Ces forces ont même direction et même intensité. La formulation mathématique de cette loi, alors si nous avons au point A une charge ponctuelle QA et au point B une charge ponctuelle QB, nous prenons ici le cas où le produit QA-QB est négatif. Ça veut dire tout simplement que les deux charges sont de signes contraires. Et dans ce cas, les deux charges vont s'attirer. Si les deux charges étaient de même signe, elles se repousseraient. D'accord? Donc, nous allons avoir ici deux forces. F de B sur A exercée par B sur A, F de A sur B exercée par, c'est la force exercée par A sur B. L'expression de l'intensité commune de ces deux forces est la suivante. F de A sur B égale F de B sur A égale une constante K multipliée par la valeur absolue de QA multipliée par la valeur absolue de QB divisé par D au carré. Alors F de B sur A, F de A sur B, F de B sur A sont exprimés en newton comme vous avez pris l'habitude de le faire. C'est l'intensité d'une force. QA et QB, c'est en coulomb, ce sont des charges électriques. La distance D, c'est la distance AB, elle est en mètres. Et la constante K, elle vaut 9, 10 puissance 9 dans le système international. Donc, nous voyons déjà que la force électrostatique, dans sa formulation, est analogue à la force gravitationnelle.
Nous passons ensuite au champ électrostatique. Et nous allons faire un rappel concernant le champ de pesanteur. Le champ de pesanteur, comme vous le savez, c'est le champ créé par la Terre. Nous avons la Terre. Si on place un corps M au voisinage de la Terre, un corps M qui a une masse petit m, il va soumis à une force qui n'est autre que son poids. Et nous savons donc qu'en tout point, donc nous disons qu'en tout point M près de la Terre, tout corps de masse petit m subit une force d'attraction, c'est son poids, P égale mg. Ou le vecteur G, c'est ce qu'on appelle le vecteur accélération de la pesanteur. Là, nous allons parler du vecteur champ électrostatique. Or, de la même manière, dans l'espace entourant un corps chargé, toute particule portant une charge Q sera soumise à une force électrostatique. Alors, pour faire l'analogie, nous dirons qu'il existe un champ électrostatique représenté par le vecteur E dans l'espace entourant le corps chargé. Alors, si nous faisons l'analogie avec le champ de pesanteur, nous écrirons tout simplement que toute particule de charge Q placée dans le champ électrostatique sera soumise à la force électrostatique F égale QE, comme nous avions P égale mg. Alors là, c'est F, c'est la force, E, c'est le vecteur champ électrostatique, et Q, c'est la charge de la particule qui est soumise à la force F. Q, c'est la charge de la particule qui est soumise à la force F lorsque cette particule est placée dans le champ électrostatique, dont le vecteur champ électrostatique est E. Nous nous posons ensuite la question: de quoi dépend le vecteur champ électrostatique? Alors, nous allons considérer le cas d'une charge ponctuelle Q. Et nous étudierons les deux cas. Le cas où cette charge grand Q est positive, et le cas où elle est négative. Alors, nous commençons par le cas d'une charge Q négative. C'est cette charge qui va créer le champ électrostatique. Donc, nous parlerons du vecteur champ électrostatique E créé par cette charge Q majuscule. Alors, si nous plaçons au point M une charge Q positive, d'accord? Rappelons que cette charge petit q sera soumise à la force électrostatique, F égale QE. Alors, la charge grand Q et la charge petit q sont dans ce cas de signes contraires. Donc, la force exercée sur la charge petit q sera une force attractive, c'est-à-dire dirigée vers la charge grand Q. D'accord? Alors, si la force F est dirigée vers la charge grand Q, et comme la charge petit q est positive, nous pouvons déduire de cette relation-là que F et E sont de même signe. F et E sont de même signe parce que petit q est positive. Par conséquent, E sera dirigé vers la source du champ électrostatique, c'est-à-dire la charge grand Q. Maintenant, considérons le cas où la charge petit q, placée dans le champ électrostatique, créée par la charge grand Q,
est négative. Comment sera le vecteur champ E? Comment sera le sens du vecteur champ électrostatique? Alors, comme les deux charges sont là de même signe, la force électrostatique sera répulsive. Il va y avoir répulsion. Donc, la force F sera dirigée vers l'extérieur de grand Q. Et comme Q est négative, F et E seront de signes contraires. F et E seront de signes contraires. Donc E dans ce cas sera dirigé vers la source du champ électrostatique, c'est-à-dire grand Q, la charge grand Q. Alors nous voyons que le champ électrostatique ne dépend pas de la charge petit q. Qu'elle soit positive ou négative, il est toujours orienté vers la source du champ électrostatique. Que se passe-t-il maintenant si la source du champ électrostatique, c'est-à-dire la charge qui crée le champ électrostatique, est positive? Alors nous allons refaire le même travail que nous avons fait ici. Nous allons placer au point M une charge petit q négative. Dans ce cas, les deux charges grand Q et petit q sont de signes contraires, donc la force sera attractive. Donc F sera dirigé vers grand Q. F sera dirigé vers grand Q. Et en revenant à la relation F égale QE, comme petit q est négatif, ça veut dire que F et E sont de signes contraires. D'accord? Q est négatif, donc F et E sont de signes contraires. Donc tout simplement, E sera dirigé vers l'extérieur. Si nous plaçons une charge positive au point M, petit q supérieur à 0, alors grand Q et petit q sont de même signe. Cela veut dire que la force sera répulsive, dirigée vers l'extérieur. Alors nous avons F dirigé comme ça, dans ce sens. Et si nous revenons à la relation F égale QE, et comme petit q est positive, F et E seront de même signe. F et E seront de même signe, ça veut dire que E sera orienté vers l'extérieur. Alors nous voyons là aussi que le sens de E ne dépend pas de la charge petit q, mais dépend uniquement de la charge qui crée le champ électrostatique, de la source du champ électrostatique. Revenons au premier schéma, au premier cas, c'est-à-dire le cas où Q est négative. Nous voyons ici que dans ce cas, E est dirigé vers la source, vers la charge qui est la source du champ électrostatique. Et lorsque Q est positif, c'est dirigé vers l'extérieur. Alors si nous avons une charge positive, nous avons dit que le champ électrostatique est dirigé vers l'extérieur, c'est-à-dire de la charge vers l'extérieur, en tout point de l'espace. Si la charge grand Q est négative, le champ qu'elle crée, le vecteur champ électrostatique créé par cette charge, sera dirigé vers cette charge-là. Alors nous dirons dans le premier cas que le champ est centrifuge, le champ électrostatique E est centrifuge, et dans le deuxième cas que ce champ est centripète. Voilà, nous savons maintenant que dans le cas d'une charge positive, le champ électrostatique est dirigé de la charge positive vers l'extérieur.
Dans le cas d'une charge négative, le vecteur champ électrostatique est orienté vers la charge, est dirigé vers la charge. Nous cherchons toujours de quoi dépend le vecteur champ électrostatique. Alors, nous plaçons une charge positive qui constituera la source du champ électrostatique, c'est-à-dire nous essayons de connaître les caractéristiques du vecteur champ électrostatique créé par cette charge-là. Alors, en un point M, nous plaçons une charge Q. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, le champ électrostatique, dans ce cas, est centrifuge, c'est-à-dire dirigé vers l'extérieur. L'intensité de la force exercée par la charge grand Q sur la charge petit q, c'est K. Son intensité est égale à K fois petit q, les valeurs absolues, petit q, grand Q, divisé par R au carré. R, tout simplement, c'est la distance entre les deux charges. R, c'est la distance entre les deux charges. Nous allons placer ici un vecteur unitaire U. Vous savez qu'un vecteur unitaire, c'est un vecteur dont la norme est égale à 1. Dont la norme est égale à 1. Ce vecteur unitaire, il suffit de prendre le vecteur OM. O, c'est le point où se trouve la charge grand Q. C'est le vecteur OM divisé par R, par la distance. Alors nous pouvons écrire que E, c'est K fois grand Q sur R au carré multiplié par le vecteur unitaire U. Ou tout simplement en remplaçant U par OM sur R, nous obtenons E égale KQ sur R3 multiplié par OM. Alors je reviens à cette relation-là. Elle est valable que quel que soit le signe de la charge grand Q. Si la charge grand Q est positive, E et U sont de même sens, donc E sera centrifuge vers l'extérieur. Si grand Q est négative, E et petit u seront de sens contraire, c'est-à-dire que E sera centripète dirigé vers la charge qui crée le champ électrostatique. Donc nous pourrons dire finalement que le vecteur champ électrostatique E dépend de la source du champ électrostatique, c'est-à-dire la charge grand Q, et de la position du point M où on détermine le champ électrostatique. Que se passe-t-il si nous avons plusieurs champs électrostatiques? Est-ce que les champs électrostatiques s'additionnent? C'est ce que nous allons voir dans ce paragraphe. Nous allons parler de l'additivité des vecteurs champs électrostatiques. Nous allons prendre le cas de deux champs électrostatiques. Alors nous avons deux charges Q1 et Q2 qui vont créer des champs électrostatiques. Alors si nous plaçons en un point M une charge petit q, cette charge petit q sera soumise à deux forces électrostatiques, une exercée par la charge Q1 et l'autre exercée par la charge Q2.
Alors la force exercée par la charge Q1, plutôt le champ électrostatique créé par la charge Q1, et comme Q1 est positive, E1 sera centrifuge, c'est-à-dire vers l'extérieur. Et comme Q2 est négative, E2 sera centripète. Alors la charge Q, elle est soumise aux deux forces, comme je l'ai dit tout à l'heure. La force F1 égale QE1 et la force F2 égale QE2. Donc globalement, elle est soumise à une force F qui est égale à F1 plus F2 qui est égale à QE1 plus QE2. D'autre part, nous savons que cette force globale sera égale au produit de la charge petit q par le vecteur champ électrostatique résultant des deux champs E1 représentés par les vecteurs E1 et E2. D'accord? Donc nous déduisons de ce qui précède que E égale E1 plus E2. C'est-à-dire qu'il suffit de faire la somme vectorielle des vecteurs E1 et E2 pour avoir le vecteur champ électrostatique résultant E. C'est une somme vectorielle. Nous pouvons généraliser cette relation au cas de n vecteurs champ électrostatique. E sera la somme de tous les vecteurs champ électrostatique en un point donné. Donc, E, c'est la somme des EI. Attention, cette relation est fausse. Cette relation est fausse. On n'a pas le droit d'additionner les normes des vecteurs champ électrostatique pour avoir la norme du vecteur champ électrostatique résultant. Cette relation est valable uniquement lorsque nous avons des vecteurs collinéaires et de même sens. Collinéaires, c'est-à-dire portés par la même droite et qui sont de même sens. Alors attention. Donc le vecteur champ résultant le vecteur champ électrostatique résultant en un point donné, c'est la somme vectorielle des vecteurs champ électrostatique présents. Nous allons parler maintenant des lignes de champ. Alors on appelle ligne de champ le lieu des points de l'espace tel que le champ électrique est tangent à la ligne de champ en tout point de celle-ci. Ces lignes de champ ont bien sûr une orientation. Elles sont orientées conventionnellement dans le sens de E. Prenons le cas d'une charge grand Q négative qui va créer autour d'elle un champ électrostatique. Nous savons que le champ électrostatique E en tout point est dirigé vers la charge électrostatique. Donc nous avons là une ligne de charge une ligne de champ qui est une droite. Comme vous le voyez, le champ électrostatique est parallèle en tout point et tangent en tout point à cette droite. De la même manière, nous avons là aussi une ligne de champ qui est une droite. Ici aussi. Enfin, nous n'avons pas que 3 lignes de champ, nous en avons une infinité, mais qui sont toutes des droites ou des demi-droites issues de la charge. Alors nous dirons que dans le cas d'une charge ponctuelle,
les lignes de champ sont radiales. Ce sont des demi-droites issues de la charge. C'est comme des rayons issus de la charge qui crée le champ électrostatique. C'est pour cela qu'on parle de champ, de ligne de champ radiale. Alors vous avez là un petit schéma qui montre les lignes de champ créées par une charge positive. Et vous voyez que les lignes de champ divergent de la charge lorsqu'elle est positive, puisque le champ électrostatique est dirigé de la charge vers l'extérieur. D'accord? Donc nous dirons que dans le cas d'une charge ponctuelle, les lignes de champ divergent de la charge si celle-ci est positive. Bien sûr, si la charge est négative, les lignes de charge seront orientées vers la charge. On dira que les lignes de champ convergent vers la charge si celle-ci est négative. Donc, dans le cas d'une charge ponctuelle, les lignes de champ, ce sont des lignes de champ radiales, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Dans le cas de deux charges ponctuelles égales en valeur absolue, égale en valeur absolue, ça veut dire une charge plus Q et une charge moins Q. Les lignes de champ ont l'allure suivante, comme vous le voyez sur ce schéma-là. Et comme le montre le schéma, les lignes de champ sont orientées du plus vers le moins, de la charge positive vers la charge négative. Nous reviendrons vers la fin de ce cours sur le sens du vecteur champ électrostatique. Nous montrerons comment est orienté le vecteur champ électrostatique. Là, nous allons parler d'un champ électrostatique particulier, qui est le champ électrostatique uniforme. Alors, nous avons là une petite vidéo qui montre une expérience. Vous avez un récipient en verre où nous avons placé de l'huile et des grains de semoule, smeda, et deux plaques parallèles et reliées à un générateur haute tension qui nous donne une tension constante mais qui peut atteindre quelques milliers de volts. Alors lorsque nous mettons en marche le générateur, vous remarquez que les grains de semoule se mettent à bouger et qu'elles finissent, elles bougent encore, mais qu'enfin elles finissent par s'aligner selon des droites perpendiculaires aux deux plaques. Cela veut dire que les lignes de champ, ces lignes qu'on voit là, symbolisent les lignes de champ électrostatiques. Ça veut dire que les lignes de champ sont perpendiculaires aux deux plaques. Cela veut dire donc que le champ, comme je l'ai dit, les lignes de champ sont alors des droites parallèles entre elles et perpendiculaires aux deux plaques. Reschématisons notre expérience. Alors nous avons les deux plaques parallèles reliées à un générateur haute tension. Le champ électrostatique est comme ça puisque les lignes de champ sont des lignes parallèles entre elles et perpendiculaires
aux deux plaques. Donc bien sûr, le vecteur champ électrostatique est lui aussi perpendiculaire aux deux plaques. Et il aura les mêmes caractéristiques. Alors nous dirons que le champ électrostatique entre deux plaques parallèles, ce qu'on appelle un condensateur plan, relié à un générateur haute tension, est uniforme, car le vecteur qui le caractérise reste le même en tout point de l'espace. Même direction, même sens et même norme. Et ce champ vectoriel a une direction perpendiculaire aux deux plaques. Nous parlons ensuite de la différence de potentiel et nous parlerons du champ électrostatique uniforme et de la différence de potentiel. Alors nous avons deux plaques parallèles entre lesquelles règne un champ électrostatique uniforme. Je rappelle, un champ électrostatique est dit uniforme parce que dans ce cas, ou plutôt ce champ électrostatique est dit uniforme parce que dans ce cas, il a les mêmes caractéristiques en tout point. Même direction, même sens et même norme. Et dans ce cas, il est perpendiculaire aux deux plaques. Alors, si nous prenons deux points A et B dans ce champ électrostatique, nous dirons tout simplement qu'il y a une différence de potentiel entre les points A et B. Il y a une différence de potentiel électrique bien sûr, entre A et B. Et cette différence de potentiel est VA moins VB est égal au produit scalaire E AB, des deux vecteurs E et AB. VA est le potentiel électrique au point A et VB est le potentiel électrique au point B. Mais attention, cette relation-là, VA moins VB égale produit scalaire EAB, est valable uniquement dans le cas d'un champ électrostatique uniforme. Uniquement. L'unité du potentiel électrique est tout simplement le volt. L'unité du potentiel électrique, c'est le volt. Alors nous reprenons notre schéma. Nous avons deux plaques parallèles entre lesquelles il règne un champ électrostatique uniforme. Nous prenons deux points A et B. Nous prenons un repère OX, OY, un repère orthonormé bien sûr. Alors nous avons la relation VA moins VB égale produit scalaire EAB. Les coordonnées du vecteur champ électrostatique E dans le repère OXY, c'est E0. D'accord? Ce qui n'a pas de composante suivant l'axe OY. Les coordonnées du vecteur AB, c'est comme vous le savez, c'est XB moins XA, YB moins YA, où XA et YA sont les coordonnées du point A, XB et YB sont les coordonnées du point B. Alors le produit scalaire VA moins VB sera donc égal à E fois XB moins XA. Considérons un point M. Et appliquons cette dernière relation entre les deux points O et M. Alors pour les deux points O et M, nous allons écrire, au lieu de VA moins VB, nous allons écrire VO moins VM. D'accord? C'est E, XM moins XO. Voilà, j'ai remplacé A par O et B par M.
bien sûr, XO est égal à 0, puisque O est à l'origine du repère. Si nous considérons en plus que le potentiel en O, VO, est égal à 0, c'est-à-dire qu'on prend O comme origine des potentiels. Nous aurons tout simplement, si nous éliminons VO qui est nul, et XO qui est nul, nous obtenons tout simplement VM égale moins EXM. D'accord? Donc ceci est dans le cas où E a le même sens que l'axe OX. Que se passe-t-il si E est de sens contraire? A un sens contraire à celui de l'axe OX? À votre avis? Bien, tout simplement, nous obtiendrons VM égale EXM. Nous allons parler ensuite de surface équipotentielle. Le mot équipotentiel est composé de deux parties, équi et potentiel. D'accord? Équi, ça veut dire même. Donc équipotentiel, ça veut dire tout simplement même potentiel. Comme un triangle équilatéral, par exemple. C'est un triangle qui a des côtés, les trois côtés sont de même longueur. Bon. Alors nous prenons deux plaques. Une plaque positive P reliée au pôle positif d'un générateur aux tensions, une plaque négative N reliée au pôle négatif du générateur. Nous utilisons un repère au X, Y, Z. Si nous plaçons ou si nous choisissons un plan pi situé entre P et N et parallèle aux deux plaques. Considérons ensuite deux points de ce plan pi, les points A et A'. Revenons à notre relation. VA moins VA' égale E, le produit scalaire EA'. J'ai le droit d'utiliser cette relation puisque je sais que le champ électrostatique créé entre les deux plaques parallèles est un champ électrostatique uniforme. Nous savons que E est perpendiculaire, orthogonal aux deux plaques P et N. Donc il est orthogonal au plan pi. Donc s'il est orthogonal au plan pi, il est aussi orthogonal au vecteur AA'. Donc le produit scalaire EAA' sera nul, puisque le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux est nul. Cela signifie que VA égale VA', c'est-à-dire que les deux points ont le même potentiel électrostatique. Et si j'obtiens ça pour deux points quelconques, je peux dire de manière générale que tous les points du plan pi ont le même potentiel électrostatique. Donc, je pourrais dire que le plan pi est une surface équipotentielle. Le plan pi est une surface équipotentielle. Donc, c'est quoi une surface équipotentielle dans le cas général? C'est une surface dont tous les points ont le même potentiel. Et comme dans ce cas, et comme nous l'avons vu dans ce cas, le plan pi, il est orthogonal au vecteur champ électrostatique. Et ceci est valable de manière générale. Donc nous dirons que les surfaces équipotentielles sont des surfaces dont tous les points ont le même potentiel. Elles sont, bien sûr, ces surfaces équipotentielles, elles sont orthogonales aux lignes de champ.
Ici, c'est très simple. Vous avez les lignes de champ qui sont perpendiculaires aux deux plaques, donc les surfaces équipotentielles seront parallèles aux deux plaques. Ensuite, nous allons essayer de déterminer le sens du vecteur champ électrostatique. Alors, nous avons toujours nos deux plaques, positives et négatives, notre repère. Nous savons que le vecteur champ électrostatique est perpendiculaire aux deux plaques, orthogonal aux deux plaques plutôt, mais est-il orienté de P vers N ou de N vers P? C'est la question que nous nous posons et à laquelle nous essayons de répondre dans ce paragraphe. Alors, nous avons la relation Vp moins Vn égale EPN. Je n'ai pas besoin de choisir un point sur la plaque P puisque c'est elle-même une surface équipotentielle et la plaque N est aussi une surface équipotentielle. Donc, j'écris tout simplement Vp moins Vn égale EPN. Les coordonnées de E dans notre repère sont 0, 0, puisqu'il est orthogonal au plan OXY. Et il a une composante suivant l'axe OZ qui est EZ. Nous ne savons pas si elle est positive ou négative. C'est ça ce qui nous permettra de connaître le sens de E. Les coordonnées du vecteur Pn, c'est la même chose. C'est xn moins xp, yn moins yp, zn moins zp. Alors nous aurons Vp moins Vn, c'est Ez, Zn moins Zp. Nous avons Vp moins Vn est positive, puisque la plaque P c'est la plaque positive et la plaque N c'est la plaque négative. Donc le potentiel, la différence de potentiel entre P et N est positive. Vp moins Vn est positive. De même, nous pouvons dire aussi que Zn moins Zp est positif, puisque N est situé au-dessus de P. De cela, qu'est-ce que nous pouvons conclure? Qu'est-ce que nous pouvons déduire? Nous déduirons tout simplement que Ez est positif. Que signifie cela? Le fait que Ez est positif. Ez est positif, ça veut dire que E est orienté dans le même sens que l'axe Z. Ben, tout simplement, ça veut dire que E, le sens de E est donc de P vers N. C'est-à-dire de la plaque positive, c'est-à-dire qui a le potentiel le plus grand, vers la plaque négative, c'est-à-dire celle qui a le potentiel le plus petit. Donc de manière générale, donc E est orienté de P vers N, donc de manière générale, nous dirons que le vecteur champ électrostatique, E, est orienté dans le sens des potentiels décroissants, c'est-à-dire du plus vers le moins. Et nous finissons par parler de la différence de potentiel ou tension électrique. Alors nous avons toujours notre champ électrostatique uniforme créé entre deux plaques parallèles P et N qui sont reliées à un générateur, donc entre lesquels règne un champ électrostatique uniforme. Alors, comme nous l'avons dit tout à l'heure, E est dirigé de P vers N. Nous pouvons écrire que Vp moins Vn, c'est Ez fois Zn moins Zp. Zn moins Zp, c'est tout simplement la distance entre les deux plaques, que nous notons D. Donc, nous pouvons écrire que Vp moins Vn est égal à E fois D. Et Vp moins Vn, c'est tout simplement la tension électrique entre les deux plaques que nous avons l'habitude de noter UPN. Donc UPN, c'est Vp moins Vn.
Soit finalement, nous avons UPN égale E fois D. Et E est égal à UPN sur D. Vous avez sans doute remarqué que je n'avais pas donné l'unité du champ électrostatique. Je ne voulais pas la donner comme ça, mais à partir de cette relation, nous pouvons déduire l'unité du champ électrostatique. C'est tout simplement du volt par mètre. E égale UPN sur D, donc l'unité de E, c'est du volt par mètre. Donc, dans la suite, je vais donner un résumé de tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Donc, à retenir, l'électrisation peut se produire par frottement, par influence ou par contact. C'est un transfert d'électrons. Le corps qui se charge négativement a pris des électrons au corps qui se charge positivement. La loi de Coulomb, deux charges électriques QA et QB exercent l'une sur l'autre des forces d'interaction électrostatique dont l'intensité est proportionnelle à chacune des charges et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Vous pouvez revenir à la formulation de cette relation. D'ailleurs, je la mets ici, je la rappelle ici. F de A sur B égale F de B sur A égale K. QA, QB, les valeurs absolues divisées par D au carré. Nous aurions pu écrire valeur absolue du produit QA, QB, bien sûr. Tout corps chargé crée dans l'espace qui l'entoure un champ électrostatique. Alors, nous avons une charge électrostatique, grand Q, une charge électrique, pardon, grand Q, qui crée un champ électrostatique autour d'elle. L'expression de ce champ électrostatique, c'est K fois Q sur R au carré, le tout multiplié par le vecteur unitaire U. R, c'est tout simplement la distance entre la source du champ électrostatique et le point M. Là, nous avons les lignes de champ dans le cas d'une charge ponctuelle positive. Vous voyez que les lignes de champ sont radiales. Elles divergent de la charge si elle est positive. Et, pardon, il y a une petite répétition. Mais la dernière phrase devrait être « Elle converge vers la charge si elle est négative ». Les surfaces équipotentielles sont des surfaces dont tous les points ont le même potentiel. Elles sont orthogonales aux lignes de champ. Dans le cas d'un champ électrostatique uniforme, les lignes de champ sont des droites parallèles entre elles et perpendiculaires aux deux plaques qui sont des surfaces équipotentielles. Alors nous avons deux plaques parallèles, P et N reliées au générateur. Nous avons un champ électrostatique le vecteur champ électrostatique est orienté dans le sens des potentiels décroissants, c'est-à-dire du plus vers le moins. Les lignes de champ, ils sont représentées ici en rouge. Ce sont des lignes parallèles entre elles et perpendiculaires aux deux plaques, et elles sont orientées dans le sens du vecteur champ électrostatique, comme vous le voyez. Alors que les surfaces équipotentielles sont parallèles aux deux plaques, on va les représenter ici, sont représentées en vert sur le schéma précédent.
Le champ électrostatique est orienté dans le sens des potentiels décroissants. Et l'intensité du champ électrostatique entre deux plaques P et N, éloignées d'une distance D, est E égale UPN sur D. Je rappelle l'unité du champ électrostatique, son unité, c'est le volt par mètre. Alors une petite réflexion, une petite chose à laquelle je vous demande de réfléchir. Quelle est la forme des surfaces équipotentielles dans le cas d'une charge ponctuelle? Je donnerai la réponse à cette question dans une prochaine vidéo où il y aura des exercices d'application consacrés à ce chapitre. Voilà, c'est la fin de ce cours. Merci de votre attention et à bientôt. Au revoir.